Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Je ne sais pas si je t'ai expliqué l'origine du podcast, en tout cas l'origine de l'idée du podcast, qui date d'il y a des années de ça, je crois que c'était en 2015 ou 2016, où j'avais discuté avec une connaissance commune qui a créé un escape game, dans lequel je crois que tu as participé aussi, il m'avait parlé de la manière dont il créait l'ambiance de la salle, et puis la boîte, par exemple, le coffre, que ça devait être un coffre de pirate. Et donc, vous aviez acheté à Leroy Merlin un coffre, mais qu'il avait abîmé pour que ça fasse ambiance coffre de pirate. Et je m'étais dit, mais en fait, il y a vachement de points communs entre mon travail et cette création-là. Et c'est ça qui m'a donné envie, des années plus tard, d'explorer cette idée que, en fait, dans plein de métiers, il y a plein de liens dans le processus créatif et que voilà, qu'on peut faire des ponts assez facilement. Et du coup, je me souviens plus à quel point toi, tu avais participé dans la conception des énigmes et des scénarios. Mais est-ce que tu vois des liens forts? Enfin, quand je t'entends parler, je me dis, bah oui, en fait, c'est la même chose. Faut créer les documents, faut créer l'histoire déjà. Et puis faire en sorte que les joueurs ou les élèves, à l'aide des différents documents, comprennent et trouvent la solution, quoi. Alors moi, j'ai pas participé à la conception des énigmes, mais c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. La seule différence, c'est que moi, j'essaie de ne pas embrouiller les élèves, Ah oui. alors que dans une escape game, on tend un petit peu des pièges et on pense un petit peu dans tous les sens. Euh, Là, ce qui va être sympa, enfin, le lien, je trouve, c'est que les élèves, ils n'ont pas la même façon d'arriver à la réponse. Parce que j'ai 30 élèves, j'ai 30 cerveaux qui fonctionnent différemment. Et moi, il faut que j'arrive à trouver une façon d'expliquer le cours ou de les faire raisonner pour qu'à la fin, ils arrivent tous au point C, si je veux qu'ils arrivent au point C. Mm. Mais il y en a, ils vont faire A, D, F, B, C, et puis il y en a d'autres, ils vont faire A, C direct. Quand tu vois l'idée, Ouais. ils vont pas avoir tous le cheminement de pensée identique. Et moi, il faut que j'arrive à créer un cours et un contenu pour que j'arrive à tous les faire avancer plus ou moins en même temps quand même. Ok. Mais oui, il y a tout le côté scénario, le côté comment je vais faire pour qu'ils arrivent là. C'est ça que tu réfléchis pendant ta création de cours, c'est comment ils vont arriver jusqu'à cette connaissance-là. Puis en SVT, on travaille beaucoup. C'est vraiment différent des maths où ils vont leur donner par exemple le théorème et il faut l'appliquer. En SVT, en sciences, c'est plutôt j'observe, je déduis et j'explique la connaissance. Mm. Même s'il y a plein de façons d'arriver à un raisonnement, souvent la connaissance, c'est le point final. Ok. Plutôt que je donne la connaissance en premier et je l'applique, nous, c'est plutôt comment on arrive à découvrir ça. C'est comme ça que les sciences se sont construites. On savait rien et on a fait des découvertes, des observations, des expériences pour nous donner des conclusions. Et on essaie d'avoir le même type de raisonnement et le même type d'approche avec les élèves. Donc, un peu comme une escape game, il y a le point final, le trésor, sortir le dernier code final pour sortir de la salle. Là, c'est un peu la même chose. Et le point d'arrivée, c'est la connaissance. Ok. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, c'est l'inverse, ça dépend. On varie justement aussi l'approche que l'on peut avoir. Quand tu dis des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que des fois tu fournis la connaissance. Des fois, je fournis la connaissance et je leur demande de prouver. D'accord. Donc là, c'est plus une démarche d'argumentation. Je sais pas, par exemple, ce serait prouve que le dioxygène est rejeté par les feuilles
des végétaux à la lumière. D'accord. Donc ils ont la connaissance, les végétaux rejettent du dioxygène à la lumière, et eux, ils doivent trouver la preuve qui est cachée dans un graphique, etc. D'accord. Et puis des fois, ça va être l'inverse. On va leur donner le graphique, on va leur dire qu'est-ce que ça t'apprend. Et là, ils vont faire le raisonnement inverse. Ok. Et du coup, oui, si on revient sur les étapes du processus, toi, en tant que prof, parce que j'ai un a priori, tu vas me dire s'il est juste ou faux, c'est que c'est un travail quand même assez solitaire. Tu crées tes contenus toute seule ou ça t'arrive de travailler à plusieurs? Ça arrive de travailler à plusieurs. Après, c'est pas forcément le, c'est pas le cas majoritaire. La plupart du temps, je suis toute seule. Après, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit sur Internet ou avec des collègues d'autres matières ou de SVT. Mais globalement, c'est quand même un processus qui est solitaire. Je prends des idées que j'ai et puis j'essaie de les développer. Et après, par contre, je vais les améliorer avec des conseils que vont me donner des collègues, etc. Mais c'est plutôt solitaire quand même. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais même quand je réfléchis à mes collègues, ouais, il n'y a pas énormément d'échanges non plus. Ok. Bon, après, on trouve plein de contenu sur Internet et on le remodifie, on se l'approprie, on le rechange, etc. Donc ça reste de l'échange. Si moi je mets mes cours sur Internet, quelqu'un va les choper, va les retravailler et va les utiliser, par D'accord. exemple. Ouais, Donc c'est de l'échange, mais informel, entre guillemets. oui, ok. Voilà. Après, on travaille quand même entre collègues quand on fait des projets interdisciplinaires. Mhm. Et en fait, c'est très très riche parce que nous, quand on fait notre contenu, on a notre point de vue à nous. Et puis il y a des choses, on s'en rend pas compte. Et puis le collègue va nous dire, ah mais t'as pas pensé à ça. Et là, on se dit, ah oui, c'est vrai, et on va modifier. Donc il faudrait à la limite quelqu'un dans notre cours tout le temps pour nous dire, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Mais on n'a pas cette personne. Dans le domaine logiciel, nous, avant une mise en production, par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est des tests utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va proposer le logiciel ou l'application mobile ou n'importe quoi. On va la montrer à quelqu'un, lui donnant un scénario, justement, lui disant, bah voilà, imagine que tu as envie de faire telle chose, d'aboutir à tel objectif. Montre-moi comment tu t'y prendrais. Enfin, montre-moi. Fais comme si, voilà, comme si j'étais pas là, plutôt. Et puis nous, on observe et on lui demande de verbaliser pour nous dire bah, ce qu'il comprend pas, etc. Je crois que tu as déjà participé à des tests avec moi, donc tu vois ce que c'est. Euh, et donc l'objectif, c'est évidemment de recueillir du feedback et de pouvoir ajuster si jamais il y a des problèmes, et il y en a toujours, hein, pas forcément des gros problèmes, mais des choses qui sont pas bien comprises, qu'on n'avait pas forcément anticipé que les gens allaient l'utiliser comme ça, allaient imaginer comme ça. Et du coup, je me demandais s'il y a quelque chose d'un peu équivalent dans ton univers. Alors nous, en fait, de mon point de vue, il n'y a pas de produit fini. C'est le cours, il est jamais parfait. Un cours parfait n'existe pas. Une séance parfaite n'existe pas et un prof parfait n'existe pas. En fait, c'est toujours un travail d'amélioration continue. Déjà parce que les élèves sont pas les mêmes, d'une année à l'autre, d'une classe à l'autre, et même au sein d'une classe. Un élève peut complètement avoir compris le cours et la méthode, et puis celui d'à côté n'avoir rien du tout compris. Donc il faut tout le temps s'adapter. Et puis les cours, il faut toujours les améliorer au final. Alors on le fait pas chaque année et pour chaque chapitre, mais il y a toujours un élève qui n'a pas compris, ils ont accroché sur ce mot de la consigne, donc il faut l'expliciter, la reformuler. Ce document-là, il n'était pas assez didactisé, donc on le retravaille. Il y a toujours un petit truc à refaire. Au final, les cours, ils sont jamais parfaits. Il n'y a pas de produit terminé, fini à mettre sur le marché. En fait, il faudrait le refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme par exemple les fiches méthodes. Je pense que ma fiche méthode construire un tableau, tu peux te dire ça paraît simple, mais j'ai 15 versions dans mon ordinateur. Parce que je l'ai imprimé une année, je me suis dit ah mais ça c'était pas clair, donc je l'ai refaite. L'année suivante, je me suis dit ah mais non mais ça c'est toujours pas bien, ils ont pas compris. Et donc je me retrouve avec 15 versions. Puis quand je la ressors l'année suivante, il y a toujours un truc qui ne va pas que je vais refaire. Des fois il y a des retours en arrière. Des fois, je vais complètement changer. Donc, il y a toujours des changements, des améliorations. Ok. Ça s'arrête jamais. Et du coup, bah, de ce que j'en comprends finalement, enfin, il y a quelque chose d'équivalent, c'est le test terrain.
que tu fais évoluer d'une classe à l'autre, en tout cas d'une année sur l'autre, même d'une classe à l'autre d'ailleurs, parce que tu as plusieurs classes du même niveau. Oui, j'ai plusieurs classes de même niveau. Alors, d'une classe à l'autre, c'est compliqué de faire évoluer complètement, mais on va modifier la consigne. Ouais, tu peux C'est, ajuster un petit voilà, peu. j'ajuste des fois. Par exemple, quand j'ai 3 classes de troisième, là, cette année, je refais tous mes programmes parce que j'ai changé de collège. Je le vois bien, mes troisièmes 6, ils passent en premier. Je suis jamais contente de mon cours. Les troisièmes 4, je les ai en dernier, et là, je sens que le cours il roule, parce que moi-même, bah, j'ai amélioré ma façon d'expliquer, j'ai changé l'ordre des documents, enfin, des petits détails qui font que bah, je m'améliore, et donc eux, ils comprennent mieux. Donc d'une classe à l'autre, on change, et puis d'une année à l'autre, on change. Ok. Et puis des fois, d'un élève à l'autre, parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau, ils n'ont pas tous le même raisonnement, etc. Ouais. Donc on va Ouais. pas amener forcément exactement les mêmes explications, les mêmes indices pour les faire progresser. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, hein. Et puis on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais du coup, sur cette question d'amélioration continue, euh, est-ce que tu as une méthode? Alors, c'est peut-être un grand mot, une méthode, mais je sais pas, est-ce que tu prends des notes pendant le cours, par exemple, pour noter ce que tu veux changer? Ou est-ce que, bon, tu essaies de juste t'en souvenir, puis tu... Ça dépend. Alors, je suis pas très méga organisée. Euh, Concrètement, en septembre, octobre, je prends des notes et je me Mhm. dis ça, faudrait que je le change. Et puis à partir de novembre, décembre, je suis sous l'eau, il y a les bulletins et tout. Et là, je le garde en mémoire et parfois j'oublie. Et c'est l'année suivante quand je me remets dessus et je me dis, ah oui, ça avait pas marché, je vais le changer. Bon, donc concrètement, j'ai des notes septembre-octobre. À partir de novembre, je compte sur ma mémoire. Ok. C'est ça. Mais sinon, après, je les modifie soit en direct sur l'ordinateur. Mhm. Sinon, je me reprends en mois de juin, en fait, je me reprends tous mes chapitres de septembre jusqu'à juin et je fais les modifications dont je me souviens, ce qui avait pas marché. Ah oui, Mm. tu trouves le temps en juin de reprendre tous tes cours depuis le début de l'année pour l'année suivante. L'année dernière, enfin, jusqu'à cette année, je sais pas si je vais y arriver cette année, mais les années d'avant, on a quand même moins de cours au mois de juin parce qu'il y a la préparation du brevet. D'accord. Donc, on a moins de préparation. Concrètement, il y a moins de corrections, les notes sont arrêtées. Oui. Donc, il y a quand même du temps un peu plus libre. Et moi, j'aime bien faire ça pour que mes cours soient nickel en septembre. Donc, je refais. Alors, je refais peut-être pas toute l'année, mais j'essaye de bien retravailler au moins le premier trimestre. Mhm. Et puis après, à la fin du premier trimestre de l'année suivante, je reprends le deuxième trimestre Ok. et troisième trimestre. Je travaille sur des gros blocs Ouais. pour refaire. Mais oui, chaque année. Après, je refais pas tout, hein, parce que c'est infini. Sinon, je dormirais pas, quoi. Très bien. Alors ensuite, pour mesurer la mémorabilité du contenu, donc dans l'enseignement, bien sûr, il y a toutes les évaluations classiques, les contrôles, mais est-ce que ça vous arrive d'évaluer la qualité de l'expérience apprenant? C'est-à-dire, est-ce que les élèves y passent un bon moment? Donc même si on a dit que bon, c'était pas l'objectif principal, mais en même temps, ça contribue beaucoup à la mémorabilité. Et puis de toute façon, même si ça contribue pas à la mémorabilité, je pense que dans l'absolu, c'est plutôt sympa de se dire qu'on fait passer un bon moment à ces élèves qui passent des heures et des heures par semaine sur les bancs de l'école. Euh, donc voilà, c'est une question que je me posais. Est-ce que en tant que prof, tu as un moyen d'évaluer ça? Oui, alors il y en a plusieurs. Le moyen que j'utilise le plus, moi, c'est en fait, en classe, je passe souvent voir les élèves et je leur demande, je leur pose 3 questions. Je leur dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, tu es en train de faire quoi? Parce qu'il y en a des fois, ils savent pas en fait, ils savent même pas ce qu'ils font. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et la troisième question, c'est comment tu vas faire pour réussir? Et je passe régulièrement dans ma classe, en fait, en plein cours, ils sont en train de travailler. J'arrête l'élève en train de travailler et je lui pose ces 3 questions. Je fais ça parce que j'ai des images dans ma tête de moi à la fac, en plein TP de biolochimie, par exemple, à ne rien comprendre à ce que je fais. Quand il fallait faire les dilutions, bah, t'étais avec moi, Margot, dans ces TP. Mm. Moi, je me rappelle de ne rien comprendre. C'est-à-dire que je sais même pas où je vais, je sais pas ce qu'il faut faire. J'étais, mais perdue.
Et ça, je me dis, mais moi, mes élèves, c'est une catastrophe. Si ils passent 1 heure de cours sans comprendre leur objectif, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont les critères pour réussir ça, où je veux les amener, c'est quoi leur objectif, bah, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'essaie, alors je les fais pas à tous les cours aussi, parce que des fois, on est un peu pressé, mais souvent, je passe et je leur demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Explique-moi. Comment tu vas faire pour réussir cet exercice-là? Et des fois, ils y arrivent, des fois, ils me répondent, des fois, ils y arrivent pas. Et là, ça me permet, moi, de savoir aussi si mon cours est bien conçu, si ma consigne est bien expliquée, si j'ai été claire dans les critères pour réussir, les attendus. Mmh. Donc ça, c'est un premier moyen de vérifier. C'est celui que j'utilise le plus. Après, un deuxième moyen que j'ai mis en place depuis 3 ans, alors ça, c'était suite à mon inspection, je m'étais un petit peu renseignée. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout avant, la métacognition, donc le fait de eux-mêmes s'interroger sur ce qu'ils ont fait en classe. Donc à la fin de l'heure, je peux. Alors cette année, je l'ai pas encore mis en place, mais je l'avais beaucoup mis en place à Vaux-en-Velin. Je leur distribue des petits papiers en fin d'heure. Et sur ce papier, ils doivent attribuer une petite note. Est-ce que j'ai apprécié ce cours? Donc ils vont se mettre une note sur 1 à 5. Est-ce que j'estime que j'ai été actif et investi pendant le cours? Est-ce que j'ai compris ce que j'avais fait pendant le cours? Donc ils se notent. Et c'est eux, en fait, c'est plus par rapport à eux. Mmh. Essayer de se situer sur leur humeur, leur façon d'avoir travaillé, leur investissement, etc. Voilà. OK. Et c'est anonyme ou c'est pas anonyme? C'est en fait, c'est vraiment que pour eux. Enfin, ils le Ah, collent dans le cahier après. d'accord, ils te donnent pas? Non, ils me le donnent pas et c'est vraiment juste un retour, un feedback, sur eux, leur positionnement pendant le cours. OK. Et du coup, donc toi, tu jettes un œil quand même dessus? Tu as moyen de les consulter pour savoir toi s'ils ont apprécié la séance? Alors je peux, bon, si j'ai pas souvent le temps, mais si j'ai le temps, je peux demander par exemple à un élève s'il veut s'exprimer sur ce qu'il a mis dans la feuille. Mmh. Est-ce que tu veux exprimer ce que tu as pensé du cours, de ton attitude? C'est très personnel après, hein. Ouais, Donc s'ils veulent expliquer, ils le font, mais globalement, on a quand même rarement le temps d'arriver à cette étape-là où ils s'expriment devant les autres. d'accord, C'est plus pour eux. d'accord. Ouais, donc toi, ça te fournit pas d'informations à toi sur, comment ils ont perçu le cours au final? Non. OK. Mais dans l'idéal, il faudrait que, tu vois, améliorer encore le système, mais que je leur demande qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce qui t'a mis en difficulté sur ce cours, récupérer tous les sondages d'élèves pour pouvoir, moi, améliorer mon cours. Mmh. Bon, après, la difficulté, on la voit assez rapidement. Quand un élève bloque ou une consigne n'est pas comprise ou un document n'est pas compris, on s'en rend compte facilement. Ouais, Mais ça pourrait être intéressant de traiter les feedbacks des élèves. C'est juste que c'est beaucoup d'élèves, beaucoup ouais, bien sûr. de sondages à récupérer. Et bon, ça, c'est au niveau d'un cours, unique, mais sinon, peut-être au niveau d'un trimestre ou même d'une année scolaire, est-ce que tu as des choses, des outils pour, évaluer justement si, s'ils ont passé une bonne année avec toi ou si, Bah, pas tellement. J'avais essayé de leur faire un sondage en troisième, mais bon, ça reste des élèves, donc sondage anonyme sur Pronote. Mmh. C'est toujours à prendre avec des pincettes, quoi. Eux, ils fonctionnent quand même beaucoup à l'affect. Ouais. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est que si j'ai une bonne relation avec eux, mes cours peuvent très bien se passer, même si le contenu n'est pas forcément tip top. Mmh. Et c'est beaucoup lié à ça. Est-ce qu'ils apprécient le prof? Est-ce qu'ils se sentent bien dans la classe? L'humeur de la journée? Donc ça, il y a beaucoup de critères à prendre en compte aussi dans le fait qu'ils aient passé une bonne année en SVT ou pas, Oui. au-delà de mes cours. Mais bon, globalement, les élèves ont l'air de pas me détester. En tout cas, j'ai pas l'impression. C'est plutôt détendu, donc c'est que ça doit être bien. OK. Je suis pas sûre que j'ai envie qu'un élève me dise en pleine figure, je vous déteste, madame, je veux plus jamais vous avoir. Surtout que vu que la SVT, c'est quand même une matière où il y a pas beaucoup de profs par collège, tu risques de l'avoir à nouveau C'est l'année clair. prochaine. Et après, quand je vais l'avoir en plein devant moi au premier rang, je vais dire, ah, elle me déteste.
Ok. Est-ce qu'il y a des éléments communs entre toutes tes activités ou tes cours qui participent selon toi à créer une expérience mémorable pour tes élèves? Hum, Donc on a parlé du scénario déjà. Voilà, bah, je Ouais. pense que c'est à peu près ça, hein. Puis je pourrais dire aussi, je suis très carrée sur la méthode. Mhm. Je me dis, et je refais référence un peu au cours de fac, c'est que pour que l'élève y réussisse, il faut qu'il connaisse la méthode pour y arriver. Et si je lui explique correctement les critères pour pouvoir faire ça, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il a juste à les suivre, ces critères-là, donc il est cadré, il sait comment réussir. Ok. Donc déjà, bien cadré, mettre aussi un contenu intéressant avec le scénario, par exemple. Et puis, l'ambiance de la classe, je me dis toujours qu'un élève qui apprend, qui mémorise et qui se sent bien, c'est un élève qui est dans des conditions où il se sent en sécurité, il se sent pas stressé. Je me rappelle de ma prof d'allemand en troisième, elle m'interrogeait, j'étais tellement stressée, parce qu'elle était très dure, elle était vraiment très sévère. En fait, mon cerveau, il se déconnectait. Mm. J'étais incapable de répondre à sa question, pas parce que je ne savais pas, mais parce que mon cerveau, il était en mode survie. Et je me dis, faire un petit cocon dans ma classe pour que les élèves se sentent bien, en sécurité, ils peuvent apprendre, ils peuvent réfléchir, ils peuvent s'interroger, etc. S'ils sont stressés, s'ils ont peur, s'ils sont mal à l'aise, les conditions sont pas réunies. Ouais. Donc des bonnes conditions de travail, une bonne relation avec les élèves, un scénario un peu original qui leur donne envie de se mettre au travail et une rigueur dans la méthode. Ok. C'est peut-être les trois trucs les plus importants selon moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.